On va donc accueillir le PDG de l'Ifremer qui nous fait le plaisir d'être présent pour cette édition de Grand Océan. Merci d'applaudir chaleureusement François Houllier. Vous allez bien? Merci d'être avec nous. Alors, oui, allez-y, comme vous voulez, poil au pupitre, on va vous donner donc le Pavlov. Alors, Dominique Leglu lui a proposé de prendre la parole pour nous faire part de son expertise. Une présentation de 15 minutes, allez, 12 minutes. 12 minutes, parce que j'ai vu que le chrono était déjà parti, sur comment protéger l'océan à l'heure du réchauffement climatique. C'est la thématique, effectivement, de cette 3e édition. Bon, et vous avez donc le chrono qui s'affiche sur le... D'accord, je vais tâcher d'être à la hauteur de l'enjeu. D'abord, merci pour l'invitation. C'est une belle occasion pour l'Ifremer qui fête ses 40 ans effectivement d'être partie prenante de Grand Océan ici à la Cité de la Mer. Difficile de passer après nos 3 amis canadiens, québécois, qui ont été, qui je pense ont dit beaucoup de choses que j'avais en tête, mais qui l'ont dit avec du talent, de l'illustration, et donc je vais essayer d'être à la hauteur de cet enjeu. Alors, les choses, je voulais juste rappeler, ça a été évoqué il y a un instant, qu'effectivement, l'océan, on dit parfois que le 21e siècle sera maritime, et je crois à cela. Et que la France, je reviens de l'autre côté, on a quitté le Québec là, doit s'assumer comme une grande puissance maritime. Et je voulais rappeler ici qu'il y a plusieurs enjeux. Vous me demandez d'intervenir sur le climat, mais par exemple la question de la biodiversité a été évoquée tout à l'heure. Et quand on parle d'océan, on ne peut pas simplement parler environnement, et il faut effectivement parler climat, il faut parler biodiversité, il faut parler pollution, il faut aussi parler des aspects économiques, il faut parler des aspects géopolitiques, le passage du Nord-Ouest, le fait qu'il se libère, ça a quelques autres impacts. Et à ce titre-là, il y a toute une série de négociations, d'accords internationaux qui concernent le climat, qui concernent la biodiversité. Certains viennent d'être évoqués. Sont-ils suivis des faits? C'était une question que vous posiez, mais en tout cas, je crois qu'il faut garder ça en tête quand on parle de l'océan. À ce titre-là, l'océan est important. Je crois que ça a été illustré par certains des intervenants dans l'après-midi. Je repense à ce que disait par exemple Valérie Masson-Delmotte tout à l'heure. Mais les sciences océaniques sont aussi importantes. Elles sont importantes pour protéger l'océan. Elles vont être importantes pour gérer durablement les ressources, quelles que soient ces ressources, j'en dirai un mot. Elles sont importantes pour éclairer la décision politique, puis elles sont importantes pour élaborer des solutions, des innovations qui peuvent être basées sur l'océan. Par exemple, aujourd'hui, on sait que des mangroves, par exemple, donc des forêts en bordure de l'océan, peuvent protéger contre des aléas climatiques. Et donc, elles ont aussi des solutions à nous donner. Pour la science, dans les conséquences que ça a, c'est qu'il faut continuer à explorer. Je vais essayer de vous le dire. C'est à l'Ifremer, donc on va dire on va continuer à faire de la recherche. Mais c'est quand même le plus grand écosystème de la planète. Donc il faut garder ça en tête. C'est une frontière de la connaissance. Il faut aussi décrypter des phénomènes complexes. Tout à l'heure, vous parliez du Gulf Stream. Je voulais y revenir dans un instant. Hier, j'étais avec des chercheurs de l'Ifremer qui travaillent sur la circulation méridienne de retournement atlantique, ce qu'on appelle un MOC, dont le Gulf Stream est finalement une composante. Et il me disait, mais aujourd'hui, on ne sait pas tant de choses que ça. Il faut mettre en place plein d'instrumentations pour savoir si ce qu'on observe, c'est de la variabilité naturelle ou si c'est lié au changement climatique, s'il y a une tendance qui est profonde. Donc il faut observer, il faut modéliser, il faut pouvoir scénariser, anticiper. Et puis il faut, et je crois que vous l'avez remarquablement évoqué tout à l'heure, je me tourne à nouveau vers nos amis canadiens, pouvoir partager cette connaissance avec le plus grand nombre. Et partager, c'est pas simplement ouvrir et poser la connaissance ici, c'est interagir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec beaucoup de conviction. Alors il se trouve que l'Ifremer a 40 ans, et je voudrais juste illustrer ici l'affiche que nous avons choisie, qui est à droite. On l'a choisie parce que c'est un exemple de restauration écologique. Il se trouve qu'ici, c'est le bout d'un bout ou le bout d'un cordage qui est déposé dans le port de Marseille, dans une opération de restauration écologique du port. C'est des sortes de roselières. Ben, sur ce bout de cordage, vous voyez que la fin, hein, c'est le bout du bout, vous ne voyez pas le fil qui est derrière, enfin la corde. Vous avez 7 espèces différentes qui sont venues recoloniser ce petit morceau de 1 cm². Donc on peut faire de la restauration. Cela dit, là, c'est sur le port de Marseille, sur une digue. On est loin quand même de restaurer l'état de l'océan dans son ensemble. Donc on peut faire des petites choses. Le changement d'échelle reste pour nous un véritable défi pour les années qui viennent. Alors, juste un mot sur l'Ifremer, puisqu'on a 40 ans. Juste pour dire qu'il y a
beaucoup d'organismes en France qui s'intéressent aux sciences et technologies marines. Il y en a beaucoup qui s'intéressent à la question de l'océan et du climat. Il se trouve que nous, on est le seul qui soit entièrement dédié aux sciences et technologies marines et qu'on travaille du littoral, et par exemple le trait de côte, un petit peu, mais c'est surtout nos collègues du BRGM ou du CEREMA qui travaillent sur ce sujet jusqu'au large et de la surface jusqu'aux abysses, et qu'on a donc une originalité dans le paysage, c'est d'être cet établissement qui est le seul qui soit totalement dédié aux sciences et technologies marines. On a une autre particularité, on est ici dans le Cotentin, alors on n'est pas présent dans le Cotentin, on est présent en Normandie, à Port-en-Bessin, on est présent en Bretagne, je crois, à Dinard, pas loin, mais on est présent sur toutes les côtes de l'Hexagone. Un sujet qui est souvent oublié quand on parle d'océan et quand on parle de changement climatique, c'est les outre-mer. La France est le deuxième plus grand pays, la plus grande zone économique exclusive, c'est les outre-mer. Ce n'est pas voilà, ce que nous voyons autour de nous qui le fait, c'est 97%, c'est les outre-mer. Et les outre-mer et le changement climatique, c'est quelque chose. Si vous pensez aux atolls du Pacifique, vous pouvez imaginer, et puis vous pouvez penser aussi à tous les États insulaires et ne pas penser qu'à la France, que là, il y a des enjeux qui sont considérables. De montée du niveau de la mer, qui ont été évoqués, mais aussi d'événements catastrophiques comme des ouragans qui peuvent affecter ces outre-mer en général. Un autre point particulier, c'est qu'on est un établissement qui a la capacité de projeter la communauté scientifique française sur l'ensemble du globe. Alors si je l'évoque ici, c'est parce que cette cité de la mer, elle expose, vous l'avez sans doute vu en bas, toute une série d'engins sous-marins, dont certains sont des engins de l'Ifremer. Mais je crois qu'il est important quand on pense océan et changement climatique de penser aussi large et pas seulement juste autour de nous. Et ça, c'est donc illustré ici par quelques images, soit une peintre de la marine à droite, soit un dessinateur, soit le dernier engin sous-marin que nous avons conçu. Donc cette capacité d'exploration reste quelque chose sur l'océan d'essentiel. Il se trouve que j'ai présidé l'Institut national de la recherche agronomique au début des années 2010. Sincèrement, les moyens que nous consacrons d'un côté aux écosystèmes continentaux, de l'autre côté aux écosystèmes marins, ne sont pas tout à fait du même ordre de grandeur, et la difficulté d'accéder à l'océan par rapport à la difficulté d'accéder à une forêt, je suis plutôt écologue forestier de formation au départ, ou accéder à un champ agricole ou à un élevage, c'est pas tout à fait non plus la même complexité. La campagne que j'évoquais tout à l'heure de mes collègues et qui travaillent donc sur cette question de la circulation océanique dans l'Atlantique, juste pour mettre des mouillages et pour acquérir 2 ans de données et savoir si effectivement ça varie et comment ça varie, c'est tout de suite plus d'1 million d'euros juste pour une campagne. Voilà. Donc on est dans des coûts, on est dans des investissements en matière de recherche qui sont assez importants. À l'Ifremer, on a 3 grandes finalités. Il se trouve que le climat, il est concerné par les 3. Il y en a une qui est historique, c'est gérer durablement les ressources marines, la pêche, l'éolien marin, les ressources physiques. Tous ces ressources-là ont un lien avec le climat. Les poissons sont en train de se déplacer. Les populations de poissons sont en train de se déplacer. Les pêches tropicales vont être menacées par le réchauffement climatique, plus vite d'ailleurs que les pêches des zones tempérées. Donc la gestion durable des ressources marines. On a une deuxième grande finalité qui est celle de protéger l'océan et les écosystèmes marins, mais c'est aussi un peu de protéger les populations contre les aléas océaniques. Et donc là, on retrouve bien toutes ces questions océan-climat. Et puis de plus en plus importante, la question du partage des données et des informations marines, notamment de celles qui sont liées à l'observation du climat. Et ça, on le fait dans une double logique de développement durable et puis de sciences ouvertes. Tout à l'heure, Rémi Quirion insistait sur ce partage, sur cette interaction. On a toute une série d'outils qu'on a mis en place, y compris pour parler océan-climat, sur des outils arrêt sciences, des sciences participatives, de la médiation scientifique. Ces choses-là sont essentielles si nous voulons effectivement parler à la société. Alors maintenant, l'océan lors du réchauffement climatique, beaucoup de choses ont été dites. D'abord, je voulais juste redire que l'océan, il est au cœur du système climatique. Valérie Masson-Delmotte l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez redit à propos, y compris du lien au pôle. 90% de la chaleur, de l'excès de chaleur est stocké par l'océan, c'est un grand thermostat. L'océan profond se réchauffe lui aussi, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est de l'ordre du 10e de degré à quelques milliers de mètres de profondeur. Mais quand vous voyez les masses d'eau, vous voyez bien l'importance du thermostat. Donc l'océan est au cœur du système climatique. Je crois même qu'il y a une expression en anglais qui dit que on the long run, climate is slave to ocean, quelque chose comme ça. Donc, voilà, donc l'océan est essentiel dans cette machinerie. Il est lui-même
impactés et menacés par le dérèglement climatique. Je ne vais pas redire ce qu'a dit tout à l'heure Valérie Masson-Delmotte, l'élévation de la température, les vagues de chaleur comme on a connu cet été en Méditerranée, comme on avait connu l'année dernière dans l'Atlantique Nord. Après, des effets induits sur l'acidification, la désoxygénation. Et puis lui-même, il impacte et il menace nos activités. C'est par exemple l'élévation du niveau de la mer, pour ne citer que ça. Et puis ensuite, gardez en tête qu'il faut prendre en compte les autres facteurs qui menacent l'océan. Vous m'avez demandé d'intervenir sur le changement climatique. Je ne pouvais pas m'empêcher de dire qu'il faut aussi penser à la biodiversité. Ça a été fait tout à l'heure, je ne vais pas le redire, mais pensez aux pollutions, pensez à ces autres aspects, parce que toutes ces choses-là, c'est le même océan. Il est complètement connecté. Donc on ne peut pas regarder que la question du climat d'un côté, le GIEC un jour, l'IPBES le lendemain, et puis les plastiques le surlendemain. Il faut qu'on ait cette vision un petit peu globale. Et puis prendre en compte aussi donc, que l'océan est peut-être source de solutions. Alors maintenant, comment le protéger? Moi, j'avais prévu de vous dire 3 choses. À la fois, les 3 choses me paraissent importantes. Il faut agir. Et ça, ce n'est pas du domaine de la science. C'est de maintenant. C'était un peu le message que vous avez fait passer à la fin. Il faut comprendre. Là, c'est bien le domaine de la science. Il faut partager cette connaissance. Donc, c'est ces 3 points-là sur lesquels je voulais rapidement revenir. Sur l'action, la première des choses à faire, il faut dès maintenant réduire les émissions de gaz à effet de serre. On ne l'a pas fait, mais si vous voulez protéger l'océan, la première des choses à faire, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, collectivement, à l'échelle mondiale, on fait comme on veut, mais si on ne fait pas ça, on ne le protégera pas. Voilà. Il faut aussi réduire les pollutions, à terre comme à mer. Ça ne veut pas dire que, quand je dis réduire les émissions de gaz à effet de serre, j'y reviens, par exemple pour un établissement comme l'Ifremer, ça veut dire que nous avons notre petit travail à faire en matière de décarbonation de notre flotte océanographique, dont j'étais très fier tout à l'heure de vous montrer un bateau, un sous-marin, etc. Nous avons un devoir en la matière. Après, c'est une goutte d'eau dans l'ensemble des efforts à faire, mais nous devons faire cet effort-là. C'est peut-être ce que vous évoquiez tout à l'heure aussi. Chacun peut y contribuer. Nous devons y contribuer, nous, en tant qu'organisme de recherche. Donc réduire aussi les pollutions en terre et en mer. Il faut aussi agir sur les conséquences. On anticipe la montée du niveau de la mer. Il faut donc préparer les futurs aménagements, puisque des infrastructures littorales seront menacées. On peut aussi agir sur des actions un peu modestes comme celles que j'évoquais tout à l'heure de restauration écologique des ports, de restauration écologique de lagunes, mais on est là sur des toutes petites choses à faible ampleur. On est ici dans le Cotentin. Le Cotentin est une terre d'énergie marine renouvelable. D'une certaine manière, l'océan est aussi une source de solutions. L'éolien marin est potentiellement, pourvu qu'il soit effectivement rentable dans la longue durée, une manière de décarboner la production énergétique et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'océan, d'une certaine manière, peut être une solution. Vous entendrez peut-être parler aussi de l'océan comme un moyen de stocker du carbone. Alors il en stocke naturellement, ça c'est bien. Il y a des idées d'ingénierie écologique pour qu'il en stocke de façon plus artificielle. Ça mériterait qu'on fasse un peu de science avant de déployer ces grandes méthodes-là, parce que je ne suis pas certain qu'on ait la vision complète, exhaustive, systémique de tous les effets que ça pourrait introduire, et il pourrait être un peu l'apprenti sorcier. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'action. Deuxième chose, il faut comprendre mieux. Et donc, je réinsiste sur la notion un peu systémique. Il faut regarder l'océan de façon globale. Et quand je dis adopter nos cadres conceptuels, la pêche européenne, la pêche française est plus durable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Pour autant, les outils conceptuels que nous utilisons pour mesurer cette durabilité, pour autant, elle n'est pas complètement durable. Je n'ai pas dit ça. Le verre se remplit, mais il n'est qu'à moitié plein. Donc, voilà. Donc, on peut faire encore mieux. On a fait des efforts, mais tous nos outils conceptuels, ils sont basés sur des espèces qui sont les unes à côté des autres et sur un climat qui est stable. Or, vous nous avez montré, nous avons entendu tout l'après-midi que le climat, il n'est pas stable, et puis les espèces, elles interagissent les unes avec les autres. Donc, quand je parle de changer nos cadres conceptuels, oui, nous avons un travail de recherche à faire entre nous sur ces sujets-là. Et puis de la même manière, on a besoin de regarder toutes les cascades d'impact, des pollutions, des contaminations. J'ai entendu Olivier Rollinger tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, parler des contaminations. Moi, les polluants éternels, c'est un des trucs qui me terrorise. Et aujourd'hui, on sait juste qu'ils existent, mais on ne sait absolument pas comment ces PFAS vont se propager dans l'environnement marin. On sait qu'ils y sont et quelles conséquences ils auront. Et donc, ces cascades d'impact-là, on ne les connaît pas. Il reste 2 minutes. Je vais terminer sur ces points-là. Je ne vais pas détailler tous les autres points qui sont ici, mais
je voulais insister sur voilà, ces éléments-là, les cascades d'effets, des pollutions, des contaminations. Et puis je voulais donc terminer par ce point particulier qui est du partage de la connaissance. Alors j'ai déjà évoqué ce petit livret que nous avons, qui s'appelle Plus fort avec la science, dans lequel on a une trentaine d'exemples de choses que nous faisons. Il y a par exemple un conte qui doit s'appeler, qui est un conte entre une huître et un flotteur argot. Vous savez, ces flotteurs argots, ce sont ceux les 4000 qui sont dans l'océan, qui mesurent la température, la salinité. C'est un grand programme international. Donc on a fait un conte pour enfants pour essayer d'expliquer, voilà, l'huître rencontre, voilà. C'est un petit exemple et ça parle à des enfants et ça peut permettre de parler de changement climatique. Deuxième exemple, on fait on intervient, pas moi, mais des collègues interviennent dans des classes pour apprendre à débattre sans se battre, à débattre de la pêche sans se battre, à débattre du changement climatique sans se battre. Voilà, donc des choses un peu concrètes qui peuvent être faites et qui me paraissent importantes. Il y a aussi des sciences participatives, donc l'implication de citoyens, et puis il peut y avoir aussi des actions de type art et sciences. Et puis je voulais terminer en indiquant que, mais vous le savez probablement, peut-être, vous le saurez, la France va accueillir en juin prochain la 3e conférence des Nations Unies qu'elle co-organise avec le Costa Rica, conférence des Nations Unies sur l'océan. La position du gouvernement français, quel qu'il soit, je ne pense pas que ça changera, c'est de dire qu'il faut un pilier, il faut une vraie négociation, il faut des vrais sujets, tous ceux qu'on évoquait tout à l'heure sur le plastique, sur la biodiversité, etc. Il faut que ça avance. Mais pour que ça avance, on nous demande de structurer un pilier scientifique. Et donc avec nos collègues du CNRS, puis avec l'ensemble de la communauté scientifique française, on va organiser un grand congrès sur les sciences océaniques, en essayant de prendre sujet par sujet, en prenant tous les points qui sont des objets de négociation, sur la pêche, sur le plastique, sur la décarbonation du transport maritime, sur la biodiversité, sur les aires marines protégées, dire quel est l'état de la science qui va nourrir les discussions qui pourront être portées dans la conférence des Nations Unies. Donc ça, ce sera l'objet du congrès qu'avec nos collègues du CNRS, nous sommes en train d'organiser. Voilà quelques illustrations de ce qu'on peut faire pour essayer de lutter contre le changement climatique. Je terminerai juste par un message que j'ai déjà évoqué. Je ne suis pas Calimero, je ne me plains pas, vous savez très bien, mais tout ça coûte quand même un zeste d'argent en matière de science et de connaissances. Et sincèrement, ayant été du côté du continent avec l'agriculture, la forêt, l'agroalimentaire, étant aujourd'hui du côté de l'océan, je vois la différence pour la France. Je ne parle pas pour le Canada ni pour les autres pays, mais je vois pour la France que nous sommes encore un pays très terrien et peu tourné vers, en tout cas, les sciences océaniques et peut-être pas à la hauteur des enjeux que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, François Houllier, pour cette présentation. Merci sincèrement.